Imaginez un chiffre si astronomique qu'il dépasse l'entendement. Un chiffre qui pourrait vous donner le vertige si vous compreniez vraiment ce qu'il représente. 100 000 milliards de dollars. C'est le montant de la dette mondiale aujourd'hui. Pour vous donner une idée de cette somme vertigineuse, si vous comptiez $1 par seconde sans vous arrêter, il vous faudrait plus de 3 millions d'années pour atteindre ce montant. Cette dette dépasse le PIB de toute la planète réunie. Elle représente $1300 pour chaque être humain sur Terre, du nouveau-né au centenaire. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est la vitesse à laquelle cette dette explose. En 2000, elle était de 40 000 milliards. En 2010, 70 000 milliards. En 2020, 90 000 milliards. Et aujourd'hui, 100 000 milliards. En 25 ans, elle a été multipliée par 2,5. À ce rythme, en 2040, nous atteindrons 200 000 milliards de dollars. Bienvenue sur Éco, la chaîne qui connecte l'économie, la société et la psychologie des générations. La France, avec ses 3100 milliards d'euros de dette publique, fait partie d'un club dont personne ne veut être membre, celui des nations surendettées. Mais elle n'est pas seule dans cette spirale infernale. Regardons plus large, et vous allez découvrir que le monde entier s'enfonce dans un gouffre financier sans précédent. Prenons les États-Unis, cette superpuissance économique que beaucoup admirent encore. Leur dette fédérale atteint désormais 33 000 milliards de dollars, soit 130% de leur PIB. Pour bien comprendre cette folie, imaginez que votre salaire annuel soit de 50 000 euros, mais que vous deviez 65 000 euros. C'est exactement la situation de l'Amérique, mais à l'échelle d'un pays entier. Cette dette américaine a explosé de façon exponentielle depuis 1980. Chaque année, les États-Unis dépensent plus de 1000 milliards de dollars uniquement pour payer les intérêts de cette dette. 1000 milliards. C'est plus que leur budget de la défense, plus que l'éducation, plus que la santé. Ils dépensent plus pour payer les intérêts de leur emprunt passé que pour investir dans leur avenir. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est la Chine. Derrière l'illusion du miracle économique chinois se cache une réalité terrifiante que Pékin tente désespérément de dissimuler. Leur dette totale, publique et privée confondues, représente 350% de leur PIB. Mais le plus inquiétant, ce sont les dettes cachées. Les collectivités locales chinoises portent à elles seules 60 000 milliards de dollars de dettes dissimulées dans des véhicules financiers opaques. Des villes fantômes construites à crédit, des infrastructures pharaoniques jamais rentabilisées. Des investissements absurdes financés par l'endettement. Un système bancaire fantôme appelé shadow banking dissimule l'ampleur réelle de ce désastre en cours. L'exemple le plus frappant, le groupe immobilier Evergrande, qui devait 300 milliards de dollars quand il s'est effondré en 2021. Mais Evergrande n'était que la partie visible de l'iceberg. Country Garden, Shimao, tous ces géants se sont écroulés en cascade, emportant avec eux des centaines de milliards de dettes. Et ce n'est que le début. L'Europe n'est pas en reste. L'Allemagne, supposée vertueuse, affiche 2800 milliards d'euros de dettes. L'Italie, 2900 milliards. Et la France, 3100 milliards. Chaque pays européen s'enfonce un peu plus chaque jour. En France, chaque nouveau-né naît aujourd'hui avec 50 000 euros de dette sur les épaules. 50 000 euros. Pour vous donner une idée, c'est plus qu'une voiture neuve. C'est un apport pour acheter un appartement. C'est 2 années de salaire minimum. C'est le prix à payer pour les décisions prises par d'autres avant même qu'ils aient ouvert les yeux. Mais comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre cette tragédie française, il faut remonter à 1974, une année charnière de notre histoire économique. Cette année-là, sous Valéry Giscard d'Estaing, la France a présenté son dernier budget équilibré. Le dernier. Depuis, cela fait exactement 50 ans de déficit ininterrompu. 50 années durant lesquelles chaque gouvernement, de droite comme de gauche, a choisi la facilité, dépenser l'argent qu'on n'avait pas. Chaque président français qui se sont succédés par la suite a continué de plonger un peu plus le pays dans un gouffre sans fin, jusqu'à ce que la dette atteigne un record historique avec la crise du Covid. Peu importe le parti, peu importe les promesses, la machine à endettement n'a jamais cessé de tourner. Mais qui va payer cette dette ? C'est là que l'histoire devient vraiment révoltante. Les générations qui ont créé cette dette ne sont pas celles qui vont la rembourser. Les baby-boomers, nés entre 45 et 65, ont été les grands gagnants de ce système pervers. Ils ont surfé sur la vague des 30 glorieuses avec une croissance moyenne de 5% par an. Imaginez, chaque année, l'économie grossissait de 5%. Aujourd'hui, on se réjouit quand elle croît de 1%. Ces baby-boomers ont eu tout.
Des retraites à 60 ans quand l'espérance de vie était de 70 ans, des emplois à vie dans des entreprises publiques, de l'immobilier à des prix dérisoires. Un appartement parisien coûtait 3 fois un salaire annuel dans les années 70. Aujourd'hui, il en coûte 15 fois plus. Ils ont accumulé la dette pendant leur période active, en finançant leurs propres avantages sociaux par l'emprunt. Et maintenant qu'ils partent à la retraite, ils touchent des pensions dorées. Mais qui finance ces retraites? Les générations suivantes, bien sûr. Un retraité français touche en moyenne 1 400 € par mois pendant 25 ans. Cela représente 420 000 € par personne. Multiplié par 17 millions de retraités, cela fait plus de 7 000 milliards d'euros à financer. Devinez qui paye. La génération X, née entre 65 et 80, est devenue la première génération de l'histoire française moins riche que ses parents. Une rupture historique. Ils payent déjà pour les retraites des baby-boomers à travers leurs cotisations sociales, mais voient leur propre retraite s'éloigner comme un mirage. 67 ans aujourd'hui, peut-être 70 demain, peut-être jamais. Ils subissent la hausse constante des impôts pour financer une dette qu'ils n'ont pas créée. Taxes foncières, taxes d'habitation, CSG, CRDS, tous ces prélèvements n'existaient pas ou étaient dérisoires pour leurs parents. Aujourd'hui, ils représentent des centaines d'euros par mois pour une famille normale. Cette génération X vit un paradoxe cruel. Plus diplômée que la précédente, elle gagne pourtant moins en pouvoir d'achat. Un cadre moyen gagnait l'équivalent de 4 500 € en 1980. Aujourd'hui, avec les mêmes responsabilités, il gagne 3 200 € par mois. Pendant ce temps, le coût de la vie a explosé. Logement, transport, énergie, tout coûte plus cher. Les millennials, nés entre 1980 et 2000, sont les grands sacrifiés de cette histoire tragique. Ils héritent d'un marché immobilier complètement déconnecté de leurs revenus. Un studio de 20 mètres carrés à Paris coûte 200 000 €. Pour l'acheter, il faudrait économiser 100% de son salaire pendant 10 ans. Impossible. Résultat, ils sont contraints de louer à vie, payant chaque mois le crédit immobilier de quelqu'un d'autre, sans jamais pouvoir constituer de patrimoine. Ils financent un système de retraite par répartition qui n'existera probablement plus quand leur tour viendra. Les projections sont claires, le système sera en faillite en 2050. Ils subissent l'austérité budgétaire toute leur vie active. Moins d'investissements publics, moins d'hôpitaux, moins d'écoles, des universités surchargées, des infrastructures qui se dégradent. Ils payent plus d'impôts pour recevoir moins de services publics. Ils sont objectivement la première génération plus pauvre que leurs parents depuis la guerre. Un chiffre résume tout. En 1990, à 30 ans, 60% des Français étaient propriétaires de leur logement. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 35%. La propriété immobilière, ce rêve français par excellence, devient inaccessible. Et la génération Z, née après 2000, ce sont les révoltés en puissance. Nés avec 50 000 € de dettes sur les épaules, ils n'ont aucune perspective de retraite publique. Le climat est dégradé et les finances publiques sont ruinées. Ils sont la première génération à comprendre qu'elle paiera sans jamais bénéficier du système. Le pacte générationnel, cette idée que chaque génération doit laisser aux suivantes un monde meilleur, a volé en éclats. Pour la première fois depuis des siècles, une génération lègue moins qu'elle n'a reçu. 1974 à 2024, 50 ans de déficit, 2 générations qui ont vécu à crédit. 2024 à 74, 50 ans de remboursement, 2 générations qui paieront l'addition. 4 générations impactées par les décisions de 2 générations. Cette injustice fondamentale alimente la colère des jeunes générations et pourrait bien déclencher une guerre des âges sans précédent. Mais attendez, et si tout cela n'était pas un accident ? Et si l'endettement massif n'était pas un dysfonctionnement du système, mais sa caractéristique principale? Réfléchissons un instant. Un pays endetté perd sa souveraineté. Il doit obéir à ses créanciers, accepter leurs conditions, suivre leurs recommandations. La dette devient un formidable outil de contrôle politique. Elle justifie la réduction des dépenses sociales, l'austérité budgétaire, le démantèlement des services publics. Plus troublant encore, la dette organise un gigantesque transfert de richesses, le plus grand hold-up de l'histoire moderne. Des contribuables ordinaires vers les détenteurs d'obligations, des classes moyennes vers les plus fortunés, des salariés vers les rentiers. Car qui détient vraiment cette dette mondiale ? Les chiffres sont édifiants. Les banques centrales en possèdent 30%, les fonds d'investissement 25%, les banques privées 20%, les assureurs et fonds de pension 15%. En clair, une élite financière internationale prête de l'argent aux États, qui ensuite pressent leurs citoyens pour rembourser avec intérêt. Concrètement, chaque fois qu'un gouvernement emprunte 100 milliards d'euros, ce sont les classes moyennes qui rembourseront 150 milliards sur 20 ans à travers leurs impôts. Les 50 milliards de différence, c'est le profit des créanciers. Un mécanisme parfaitement légal d'enrichissement des plus riches sur le dos des plus modestes. Prenez BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde avec 10 000 milliards de dollars sous gestion. Cette société américaine détient des obligations françaises, allemandes, italiennes. Chaque mois, vos impôts servent à payer les dividendes de leurs actionnaires. Vous travaillez pour enrichir BlackRock sans le savoir. Si cette révélation vous choque, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez.
Et abonnez-vous surtout pour ne rien rater de nos enquêtes sur les mécanismes cachés de l'économie mondiale. Face à cette montagne de 100 000 milliards de dettes, 3 solutions théoriques existent. Mais vous allez comprendre pourquoi aucune n'est réellement applicable. Première option, rembourser. Cela nécessiterait 30 ans d'austérité totale. Fini les hôpitaux, les écoles, les routes, l'effondrement économique serait garanti, la révolution sociale assurée. Impensable. Deuxième option, faire défaut. Déclarer qu'on ne peut pas rembourser. Résultat immédiat, exclusion des marchés financiers, paralysie économique, chaos monétaire mondial. Tout aussi impensable. Troisième option, monétiser la dette. Faire tourner la planche à billets pour rembourser. Mais cela provoquerait une hyper-inflation destructrice et l'appauvrissement des classes moyennes. Encore pire. Le piège est parfait. Le système est conçu pour être incontournable. Chaque solution créerait plus de problèmes qu'elle n'en résoudrait. Personne ne peut sortir de ce jeu sans tout casser. Mais attention, les signaux d'alerte clignotent déjà de partout. Les taux d'intérêt remontent dans le monde entier après 15 ans de taux zéro. La Fed américaine, la BCE européenne, toutes les banques centrales relèvent leurs taux pour lutter contre l'inflation. Le coût du service de la dette explose mécaniquement. L'inflation ronge les économies développées. Après les décennies de stabilité des prix, voilà qu'elle dépasse 8% aux États-Unis, 10% en Europe. Les classes moyennes voient leur pouvoir d'achat s'effriter mois après mois. Les tensions sociales s'exacerbent partout. Gilets jaunes en France, manifestations en Allemagne, grève au Royaume-Uni. Les pays émergents craquent déjà. Le Sri Lanka a fait défaut sur sa dette en 2022. Le Pakistan négocie avec le FMI pour éviter la banqueroute. L'Argentine vit sa énième crise monétaire. La Turquie voit sa livre s'effondrer. Ce sont les premiers dominos qui tombent. L'Europe et les États-Unis suivront-ils ? La France se rapproche dangereusement du point de non-retour. Avec un déficit public à 6% du PIB et des taux d'intérêt qui remontent, l'équation devient intenable. Chaque hausse d'1% des taux d'intérêt lui coûte 30 milliards d'euros supplémentaires par an. C'est l'équivalent du budget de l'enseignement supérieur qui s'évapore en fumée. Mais le plus terrifiant, c'est l'effet boule de neige. Plus la dette augmente, plus il faut emprunter pour payer les intérêts. Plus on emprunte, plus la dette grossit. Plus la dette grossit, plus les créanciers exigent des taux élevés. C'est le cercle vicieux parfait. La France emprunte désormais 600 milliards d'euros par an. Pas pour investir, pas pour construire, juste pour refinancer sa dette existante et payer les intérêts. Elle est devenue un toxicomane de l'emprunt, obligée d'augmenter sans cesse les doses pour survivre. Alors que va-t-il se passer ? 3 scénarios possibles. Premier scénario, le statu quo impossible. Continuer à s'endetter jusqu'à l'explosion finale. Reporter le problème sur les générations futures jusqu'à ce que le système s'effondre de lui-même. Deuxième scénario, la grande réinitialisation. Un effacement coordonné des dettes au niveau mondial. La création d'un nouveau système monétaire international. Une redistribution forcée des richesses. Révolutionnaire, mais possible. Troisième scénario, le chaos contrôlé. Un crack organisé pour réinitialiser le système. Une concentration encore plus grande du pouvoir économique. Une nouvelle hiérarchie mondiale où les créanciers deviennent les maîtres absolus. Face à cette montagne de 100 000 milliards de dettes, une seule certitude. Le système actuel ne peut pas durer. La question n'est plus de savoir s'il va changer, mais comment, quand et surtout qui en paiera le prix. La France, comme le reste du monde, est prise dans un étau dont elle ne peut sortir sans tout casser. Mais peut-être est-ce exactement ce qui était prévu depuis le début. Car dans ce grand jeu de la dette mondiale, il y a toujours des gagnants et des perdants. Et vous, de quel côté pensez-vous être ? Cette question mérite réflexion. Et j'aimerais connaître votre avis dans les commentaires. Quelle génération êtes-vous ? Comment vivez-vous cette injustice transgénérationnelle ? Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car nous allons continuer à décortiquer ces mécanismes cachés qui dirigent notre économie. À très vite !